Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF, votre grand forum jusqu'à 18h. Ravi d'être avec vous. Et comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui pour m'accompagner Madame Latifa Ché, porte-parole du parti Les Nouveaux Démocrates, mais également auteur du livre Sois une femme, ma fille, d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale. Bonjour Latifa. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Ça fait bien plaisir de te revoir ma chère Latifa, ça faisait un petit moment. Oui, absolument. Du côté de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Où il y a un soleil absolument magnifique, même si c'est un peu inquiétant pour la période. Oui, bah écoute, tu nous l'envoies un petit peu, parce qu'on a des petites gouttelettes, nous, ici à Paris. Pour t'accompagner aujourd'hui, des mâles qui sont pas toujours gentils ou pas toujours sages, on va dire. Hicham Terak, bonjour mon Hicham. Salut Christophe, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait super longtemps, effectivement, c'est un petit peu les retrouvailles. Exactement. Bonjour Latifa, j'espère que tu vas bien Latifa. Très bien, très heureuse de faire l'émission avec vous. Hicham Terak qui est un influenceur sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai, faut pas l'écouter Latifa, tu vois, il commence déjà. Il fait des petites chroniques en disant bonjour ma frère, tout ça, voilà, c'est lui. Voilà, je fais des chroniques. Voilà, il fait des chroniques de temps en temps. Razik Métiche, comment ça va, le plus balbinien de tous les balbiniens? Comment ça va mon Razik? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut Hicham, salut Latifa. Ça va Razik, ça fait longtemps pareil. Bah ça fait super longtemps, j'ai failli faire un venant en venant, je me rappelle pas, ça fait combien d'années on n'a pas fait un plateau ensemble Hicham. Et en plus maintenant t'es devenu une grande star, donc je suis encore plus honoré de partager ce moment-là avec toi. Bon, alors avec Latifa tout à l'heure nous allons parler de quelque chose qui risque de vous intéresser messieurs, puisqu'on va parler de la proportionnelle ma chère Latifa, est-ce bien cela? Oui, absolument, je vous parlerai de ce mode de scrutin à l'approche justement des prochains rendez-vous électoraux que nous avons. Et je pensais que c'était pas mal de refaire un point sur ce sujet. Le sujet à la une aujourd'hui, c'est le changement de ton, encore une fois, du gouvernement. On devait être confiné le week-end en région parisienne ainsi que d'une vingtaine de départements. Eh bien, que nenni, malgré le ton alarmiste du gouvernement, eh bien, ils ont décidé de ne pas confiner. Donc, nous ne serons pas confinés le week-end en région parisienne. Peut-être dans les Hauts-de-France, mais nulle part ailleurs. En tout cas, Castex devrait s'exprimer tout à l'heure à 18h pour nous annoncer, comme d'habitude, qu'il continue de réfléchir. C'est important aussi, ça peut faire partie des trucs. Et la question qu'on vous pose, est-ce que vous êtes surpris de ce nouveau changement alors qu'Emmanuel Macron a demandé à Jean Castex de nommer une personne en charge de la réouverture de quelques lieux importants tels que les restaurants, tels que les lieux de culture. Ça y est, hein, Macron il est passé maintenant à la phase réouverture, à la phase d'après. On parle de 4 à 6 semaines, alors que les épidémiologistes nous disent que le mois de mars risque d'être critique. Et quand on voit les chiffres, c'est vrai qu'on est très loin de quelque chose de rassurant. Eh bien, on en reparlera ensemble avec vous, bien entendu. Hicham reviendra sur un anniversaire. Bah oui, ça fait bientôt 1 an, dites donc, qu'on a été confiné pour la première fois. Le 17 mars, c'est ça ? Oui, on s'en souvient tous, le fameux mardi. Le fameux mardi 17 mars, on s'en souvient comme si c'était hier, et pourtant ça fait 1 an. 1 an que nous connaissons des confinements, déconfinements, de couvre-feu, de 20h à 18h. Bref, des restaurants qui ont payé très cher cette crise de la Covid-19, cette pandémie. Quoi qu'il en soit, on m'a dit en off, Latifa, Hicham et Razik, des membres bien placés qui nous disent il n'y aura plus de confinement strict en France. Pourquoi ? Bah parce que la France n'a plus les moyens, tout simplement. Ça coûte très cher de confiner, hein, vous savez ça ? Eh oui. Ouais, voilà. Bon, alors on va commencer par un petit quiz. Un petit quiz avec des petites questions en rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 4 mars. Latifa, Razik et Hicham. Quel acteur est fait chevalier par la reine d'Angleterre en 1975 ? Quoi ? Sean Connery.
Pas du tout. 1975. En 1900, le 4 mars 75. Oui. Roger Moore. Non, non. Non, non. Ah, je sèche totalement. J'étais pas né. Attends. Moi non plus. Hein. 75, Oui. 75. Moi, Quel je jouais acteur est fait Girondin de Bordeaux. chevalier par la reine d'Angleterre en 1975? Vous séchez? Sidney Poitier. Non. Je sais comme Je ça, sais. hasard. Non, je crois savoir, mais je peux pas le dire tout de suite. Je peux pas dire plus. Mhm. On sèche tout, je crois là. Charlie Chaplin. Ah On ouais. est pas Ouais, cherché ouais. trop loin. Il était toujours en vie donc en 75. Bah oui. Je le voyais, Ah, je le voyais mort. Il est mort il y a pas si longtemps que ça. hein, Ouais, finalement. j'aurais. Ouais. Mhm. Qui devient président des États-Unis d'Amérique en 1789? D'ailleurs, ça a été le premier président des États-Unis, je crois. Lincoln, Abraham Lincoln. Non, c'est celui d'avant. Non. Je crois que c'est Ah avant. oui. Alors. Zut, je l'ai sur le bout de la langue. Oui. En 1789, t'as dit? Ouais. Washington. George Washington. est une bonne réponse, Ah oui, Razan. je l'ai dit, George je l'ai Washington. dit, Washington. moi. T'as pas dit Non, tu l'as Washington. pas dit. Non, non, Ah, Hicham, là, arrête. T'as dit Hollywood, moi j'ai entendu Hollywood. Ouais, ouais. T'as dit n'importe quoi sauf la bonne réponse. Écoute, ma titi en off, donc voilà, je te réponds. Non, mais replay. On met la VAR, on met la VAR. Voilà, la barre du LGF. Tiens, faudrait qu'on invente ça, la barre du LGF, c'est bien ça. Je cherche à présent un auteur, un compositeur français et poète aussi. Il est mort, lui, en 2004, à Paris. Garcimore. Non, et il est né à Toulouse. Bah, Nougaro. Nougaro. Avec Cécile. ses arguments Ouais. de te faire un papa. Cécile, New York, Armstrong. J'entends plus la fête. Bah Ma oui. fille. Voilà, magnifique chanson de Nougaro. Effectivement, Claude Nougaro, grand poète toulousain. Ah oui. Eh oui. Poète, Toulouse, il y en a qu'un. Je cherche à présent un prêtre, maître de violon, compositeur italien, né à Venise en 1678. Le 4 mars 1678, effectivement. Ah, mais Prêtre. Stradivarius. Non, Stradivarius. non. Prêtre, maître de violon, compositeur, Mais c'est des questions, Italien. c'est des questions pour un champion né à aujourd'hui. Venise en Parole. 1678. Il- Ponticelli. Non, il est mort le 28 juillet 1741. Un indice, une première lettre, quelque chose. Spaghetti. Antonio Spaghetti. Vivaldi. Vivaldi, bonne réponse, Latifa, Ah, bravo. il était prêtre. Bah oui, il a été prêtre. Ah ouais, carrément. Amen, tout ça. Bah oui, notre Père qui est aux cieux, tout ça. Je cherche une chanteuse, auteure, compositrice française d'origine polonaise, née en Stéphanie 1900... non, née en 1951. Alors, elle a été connue par un titre qui est sorti en 1982 qui s'appelait Africa. Et elle est morte récemment. Colette, non? Non, elle est morte récemment. Non. C'est Afrique. Voilà, c'est ça, le 29 avril 2018. Alors, Mais de on qui connaît la chanson, c'est Oui. tout. Très très bien interprété, mais je me sais plus C'est- sur un peu de son nom. Latifa, c'est pas Geshpati. Non, c'est pas Gashpati, non. Non, c'est pas Gashpati. Oh, j'ai oublié son nom. Oh là là. Bah oui. Razik, rappelle-toi, on dansait dessus. quand Ouais, on je était me petit. rappelle, quand on avait des cheveux. Quand j'avais des cheveux en tout cas. Non, je l'ai Elle va pas. être sympa l'émission. Oh, attends, Ouais, grave. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, Ah, c'est bon. elle Alors, passe son statistique, prénom, Son prénom Voilà. peut être considéré comme une fleur. Rose Laurence. Rose Laurence, c'est une bonne réponse. Bravo. Quelle Hicham. sagacité. Africa, évidemment, quel tube. Ça a été son seul tube d'ailleurs, hein, mais bon, en tout cas, quel tube. Rose Laurence, c'est une bonne réponse. Dernière question. Je cherche à présent un homme politique français né au Mans en 1954. Sarko. Non, il n'est pas né au Mans. 1954. Oui. Ça lui fait quel âge ça Ça lui fait un truc comme genre 67 ans. Arnaud Montebourg. Ouais. Non, Non, il est Non. plus jeune. il est né au Mans. Ah. Oui, c'est Il est- Ah oui, François. Oui. Repsamen. Non, Non, l'autre. non, François l'autre. Fillon. François Fillon. voilà. Et bonne réponse de Latifa, François Fillon. Bon anniversaire entre les costumes offerts par des copains et tout ce qui s'ensuit. François Fillon aujourd'hui est Il est consultant. Il gagne bien sa vie, hein, paraît-il. Hein. Il a failli être président de la Ouais. République quand même. Il a failli. C'était à deux doigts. À deux doigts. Bon, dans un instant, comme d'habitude, on commence cette émission par l'actualité Covid du jour. On parlera de la proportionnelle, d'un anniversaire pas comme les autres et d'un reconfinement
qui n'aura pas lieu finalement, en tout cas pour le week-end et en région parisienne. Est-ce que vous êtes surpris par cette nouvelle comment dirais-je, cette nouvelle entorse du gouvernement? Chaque jour, en fait, ça change. Avec lui, au moins, on s'ennuie pas. On en reparlera avec vous. Latif Haché, Razik Metiche, Hicham Terra qui sont là, les amis. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Oh, j'ai des dossiers, les amis. Bon, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Latif Haché, avec Hicham Terrak et avec Razik Metiche, évidemment, qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir. 01 40 33 9000 pour nous appeler, arriver jusque nous et commenter l'actualité avec nous. Alors, l'actualité Covid du moment, eh bien, en ce 4 mars, au lendemain d'un nouveau conseil de défense qui a eu lieu hier à l'Elysée autour du président, le président Macron a chargé le Premier ministre Jean Castex, qui s'exprimera d'ailleurs tout à l'heure dans une conférence de presse à 18h en compagnie de plusieurs ministres, pour nous annoncer de nouvelles choses, mais en tout cas il nous annoncera que nous ne serons pas confinés, Paris et région parisienne en tous les cas, puisqu'il y a eu a priori une petite enquête d'opinion de fait, et l'acceptabilité des Parisiennes et des Parisiens n'était pas au beau fixe. Du coup ils n'ont pas voulu prendre un quelconque risque, et on attendra encore en espérant pouvoir l'éviter à tout prix. C'est un petit peu la démarche, si vous avez compris, du président de la République, c'est d'éviter à tout prix de reconfiner, quoi qu'il en soit, que ce soit le week-end et le confinement strict comme on l'entendait il y a quelques jours. Sauf que nous sommes un petit peu perdus, je sais pas vous, en tout cas Latifa, parce que un jour on nous dit qu'on va être confiné le week-end, puis le lendemain le gouvernement dément en disant que non. Bref, on ne sait toujours pas, et j'avoue que les Français, et un peu comme nous tous d'ailleurs, on est un petit peu au bord des nerfs quand même, Latifa. Ouais, d'autant qu'on a été très conciliant par rapport à cette année vraiment exceptionnelle. Et vraiment, moi je le redis, je tire mon chapeau aux Françaises et Français qui ont vraiment joué le jeu. Et donc effectivement, ça commence un petit peu à agacer les citoyens. Moi j'en fais partie, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça agace depuis un bout de temps quand même. Hein. Ça agace depuis un petit moment, et c'est vrai qu'on a vraiment du mal à y voir clair. Ceci dit, moi je l'avais déjà dit une première fois quand j'étais intervenue sur le Grand Forum, c'est pas évident de faire des choix dans cette période-là, mais là en termes de cohérence et de clarté, on a du mal à y voir clair. Et c'est en tout cas moi les retours que j'ai, et effectivement un espèce de ras-le-bol par rapport à la façon dont ça se passe ou dont ça ne se passe pas. C'est un peu le même sentiment du côté de chez Monsieur Terrak ? Écoutez, très cher Monsieur Fro, j'ai envie de dire que c'est un sentiment qui est généralisé. Pour parler plus sérieusement, je pense que tout le monde en a ras-le-bol déjà depuis mars, d'il y a quasiment un an maintenant. Enfin, depuis un an, ouais, on va dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi ce qui est hyper fatigant, c'est ce côté, tu sais, à vouloir s'adapter et à trouver la bonne solution. Arrive un moment, c'est soit tu tranches. Je pense que c'est ce qui manque un peu, c'est avoir des réunions ou des effets d'annonce pour nous dire qu'ils vont faire des choses, et au final, on a juste quelqu'un qui te dit on va faire quelque chose, on se laisse du temps pour réfléchir. Ça veut rien dire. Je pense que le pays est un petit peu dans la sauce, pour parler d'une certaine manière. Je pense qu'il y a suffisamment de problèmes. Cette situation a été la Covid a été un accélérateur de plein de choses, dans le sens où ça a mis le doigt sur plein de trucs qui n'allaient pas dans le pays. Et puis du coup, un an après, moi j'ai pas l'impression que ça a énormément évolué en fait. Je vais pas te dire autre chose que ce que je pense, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est au même niveau qu'il y a quelques mois en fait. Voilà, on te dit comme si on devait se contenter du fait que on va pas être confiné, mais j'ai presque envie de dire que qui a été confiné ces derniers temps? Tout le monde est dehors, faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai que pour travailler, voilà. Le couvre-feu à 18h est pas forcément extrêmement respecté en région parisienne. Je sais pas ce qu'en pense Razik. Faut dire la vérité. Du côté de Bobigny, le soir à 18h, c'est calme. Franchement, il est autant respecté qu'un prof de musique au collège.
Pour dire à peu près le niveau de respect. On en est à peu près là, au niveau de la respectabilité Il n'y a pas de respect par contre. Du couvre-feu. Non, ça tend à devenir, si c'était pas aussi dramatique, ça tend à devenir une farce. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, un problème de cohérence. On se souvient qu'au fur et à mesure de la crise, on nous avait mis en place un certain nombre de repères, de jauges. Je pense par exemple aux 60% de réanimation. Je pense par exemple aux 5000 cas par jour. Tous ces repères-là ont volé littéralement en éclats. Absolument. On n'est plus là. Donc, vu qu'on a fait voler ces repères, ça me pose un problème de crédibilité de la parole publique. Cela signifie qu'aujourd'hui, vu qu'on a assisté à la relégation des critères que le gouvernement avait lui-même mis en place, on peut se demander si, par exemple, demain d'aventure, on nous fixe une feuille de route de sortie, est-ce que cette parole publique sera crédible ? C'est une question que je laisse en suspens. Le troisième problème que je vois, c'est que en l'espèce, depuis 3 mois, on assiste, même depuis un temps un peu plus long, on assiste à des injonctions contradictoires. Cela signifie que... c'est ça. Que au niveau de la réception auprès des citoyens, il y a un problème d'acceptabilité de la mesure publique. On voit que la majorité aujourd'hui est contre le couvre-feu et contre un certain nombre de mesures restrictives, alors qu'il y a à peine un mois, l'ensemble des Français étaient pour. Cela veut bien dire que la société, que l'opinion publique est susceptible de varier, et encore plus lorsque l'on voit que la parole publique... Varier, variant, tout ça. Oui, très bien. Enfin, et encore plus lorsqu'on voit que la parole publique est variante. Et une dernière chose, en termes politiques, on peut se dire que Jupiter is back. Ça veut dire, pour moi, c'est le retour en force du maître des horloges. Emmanuel Macron s'était laissé dicter le temps par la pandémie durant les 9 premiers mois. Depuis un certain temps, même depuis 1 mois et demi, depuis son revirement, il reprend complètement les rênes. Il a un échéancier très précis. Il veut rentrer en campagne en septembre 2021, pas avant, pas après. Il faut que la gestion de la crise soit terminée en septembre 2021. C'est pas pour rien. Il prend un risque quand même. Il prend un risque, mais c'est pas pour rien. Par exemple, s'il s'est engagé sur la vaccination des Français, qui est, selon moi et selon les experts, la voie de sortie de cette crise, il s'est engagé pour que la vaccination se fasse avant l'été, pour qu'ensuite il puisse tourner la page et que le maître des horloges rentre enfin en campagne présidentielle. Emmanuel Macron, le maître des horloges, Latifa, tu partages ? Ouais, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il change de professionnel, parce que ça va pas du tout là. Moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai surtout l'impression que c'est une gestion. Je le redis, hein, honnêtement, je trouve que c'est pas simple d'avoir à gérer, d'être confronté à cette situation. Mais quand on fait de la politique, on doit c'est aussi la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, c'est de prendre leurs responsabilités et de faire des choix. Là où moi j'ai un souci, et que pour le coup il se positionne pas en maître du temps, c'est que ça manque de clarté et de cohérence. On l'a vu, acte 1, les masques, acte 2, le testing, acte 3, la vaccination qui n'arrive pas. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce qu'on en est au même niveau qu'il y a un an ? Bah non, parce qu'entre-temps, il y a la crise économique qui est venue se greffer à tout ce qui est en train de se passer. On a des milliers de millions de chômeurs qui viennent en plus de la difficulté de la crise, on va dire, sanitaire. Donc pour moi, on n'en est pas vraiment au même point, ça s'est vraiment aggravé. Et pour le coup, le manque de clarté vient une fois de plus s'aborder la confiance par rapport aux politiques. Et pourtant, on peut dire qu'il y a eu une décision qui a été actée, en tout cas une nouvelle stratégie qui, pour moi, a du sens. Hicham, c'est le fait de confiner localement. Parce que la situation, quand même, rappelons-le, n'est pas la même à Romans-sur-Isère, là où est Latifa, qu'à Paris, ou que dans l'ouest de la France, qui a été pour le coup assez épargné, notamment au Finistère, par exemple, il y a très peu de cas. Pourquoi le Finistère devrait payer pour être logé à la même enseigne que les autres qui sont confrontés effectivement par cette épidémie ? Alors, moi, pour ma part, sur tout ce qui est confinement, couvre-feu, toutes ces mesures sanitaires, depuis le début, j'ai toujours tenu cette ligne, et puis j'en ai toujours parlé dans mes coups de gueule. Ça ne sert absolument à rien. Je t'explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Là, moi, j'ai le Covid. À l'heure actuelle, je suis Covid. Je suis bloqué à la maison parce que j'ai contracté le Covid. Voilà. C'est ma fille qui l'a ramené du centre de loisirs. D'accord. Il y a un référent Covid. Bon, il y a des couacs toujours dans l'organisation. On a été prévenu au dernier moment. Comment veux-tu que tu parles de confinement, mais tu fermes pas les écoles, tu fermes pas les lieux de travail, tu fermes pas les transports.
confinement ou pas confinement, si tu as ces lieux de passage, il suffit d'une personne dans ces lieux et tu contamines tout le monde. En final, on va jamais s'en sortir. Donc maintenant, confiner des régions ou des villes ou quoi que ce soit, pour moi, ça sert à rien parce que on n'est pas des robots, on est tout simplement humain. L'humain, il a besoin de sortir, c'est un animal social. Donc s'il n'a pas d'interaction avec d'autres personnes, il pète les plombs. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va sortir quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, aujourd'hui, on est encore en train de se prendre la tête sur ça. Moi, je pense très sincèrement qu'on aurait dû opter pour, comme dans certains pays à l'étranger, pas de confinement. Par contre, voilà, on est hyper strict sur les gestes barrières, sur pas mal de choses qui font que dans certains pays, si je ne me trompe pas, tu as des résultats qui sont quand même, j'ai envie de te dire, extraordinaires. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, par exemple. Non, mais après, eux, ils ont fait un choix différent. Ils ont fait le choix du zéro Covid. Oui, c'est ça. Ça veut dire, pour un cas de Covid ou pour 2 cas de Covid, ils étaient capables de reconfiner 2 millions de personnes. Auckland, là, la capitale de la Nouvelle-Zélande, a été reconfinée pour quelques cas de Covid. Après, moi, là où pour moi réside aussi une partie de l'erreur de la stratégie française, c'est en termes de stratégie, on n'a jamais voulu s'attaquer de front au Covid et on s'est attaqué à l'aveugle. Ça veut dire qu'on a manqué de tests, on n'a pas su cibler les foyers, les clusters et que in fine, on se contente d'essayer de maîtriser à peu près la vague. L'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, l'Allemagne est en train de faire un revirement, un changement de politique. Vu qu'ils sont tombés à moins de 5000 contaminations par jour, ils vont opter pour la politique du zéro Covid en traçant systématiquement, en isolant systématiquement. Alors qu'en France, sur ce triptyque-là, sur le fameux triptyque de tester, tracer, isoler, on a été défaillant jusqu'à maintenant. Enfin, il me semblait qu'il y avait des hôtels qui étaient prévus pour que les personnes puissent s'isoler. Je ne sais même pas s'il y a eu peut-être 1000 personnes sur les 12 mois de la pandémie. C'est bien qu'il y a un problème quelque part et qu'on paye malheureusement d'une manière assez lourde en termes de morts, mais en termes de contamination, en termes de crise économique, sociale, ce manquement. Après, comme l'a dit Latifa, on est dans le domaine de l'exceptionnel. Nos politiques ont eu à faire face à une pandémie que personne ne connaissait au mois de janvier 2020. Bien évidemment, c'est très facile de critiquer, c'est beaucoup plus compliqué de gérer. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même eu des manquements. On a quand même de sacrés professionnels. Depuis un an, on se tape des professionnels à tout va. Lesquels tu parles? Ceux qui vont se faire des restaurants en loose day et qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut se confiner et qu'il faut respecter les gestes barrières. C'est ce que je fais. Hein, c'est ça, les journalistes de BFM TV et de certains membres des trucs de santé là. Non mais franchement c'est honteux. Non mais tu vois ce que je veux dire. Razik, on est bien d'accord là-dessus. Je suis d'accord qu'il est super difficile de prendre des décisions en temps de crise. Mais quand même, quand tu sais que tu as les gens qui nous dirigent là, ils ont fait l'ENA, ils ont fait les écoles. Au final, pour avoir une gestion de collégiens, c'est quand même catastrophique. Il y a un problème. Ouais, mais Latifa, on est d'accord quand même que, excuse-moi, il y a une différence entre faire l'ENA et être spécialiste en sciences quand même, dans le domaine médical, ça n'a rien à voir. À chacun son expertise. Bah oui, on peut pas demander à Emmanuel Macron d'être le professeur épidémiologiste, etc. Donc, c'est lui qui prend la décision et il décide en conseil de défense alors qu'il se prive pour le coup. Et je rebondirai vraiment là-dessus, c'est que dans cette période exceptionnelle, il décide de prendre des décisions quasiment tout seul, alors que nous avons un Parlement, alors que nous avons des responsables politiques locaux qui connaissent très très bien leur territoire et qui auraient pu aussi, à un moment donné, apporter des réponses un peu différentes de ce qui se passe au sommet de l'État. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, et ça a été dommageable, de se priver de l'expertise des élus locaux, par exemple. Clairement. Il y avait des propositions qui étaient très concrètes. Quand on voit, par exemple, dans les Pays-Bas, il y a des moments où les équipements culturels municipaux ont été privatisés et mis à disposition des universités pour que les étudiants, par exemple, ceux qui souffrent aujourd'hui en France et qui font des files d'attente pas possibles pour avoir des colis alimentaires, puissent continuer à avoir un lien social et à pouvoir jouir de leurs cours dans des conditions à peu près correctes. Ça, nous ne l'avons pas eu en France. C'est quand même dommage. Les équipements culturels, ils existent. Donc, on s'est privé à un moment donné d'une partie de la réponse auprès de personnes qui avaient une expertise à apporter dans le pot commun. Et c'est là. Peut-être qu'ils étaient non essentiels aussi, non? Bah non, pour le coup, je pense que le lien social, c'est essentiel. Prenez place, les amis. 01 40 33 9000 pour venir nous dire un petit peu ce que vous pensez de
de toute cette crise que nous évoquons malheureusement au quotidien. Je dois vous dire que ça nous emmerde un petit peu, hein, pour être très clair, de parler de ce sujet de tous les jours, mais on est obligé, en fait, c'est l'actualité du moment. Razik, il y a quand même un élément important, enfin, je crois que c'est Latifa qui a fait référence tout à l'heure. Non, c'est toi, pardon. C'est Emmanuel Macron, son changement en fait. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il a changé. Il a changé parce qu'il est en train aujourd'hui d'apporter de l'optimisme en disant on va commencer à faire des allègements d'ici 4 à 6 semaines. Les chiffres sont là, ils sont catastrophiques, mais lui nous dit il est déjà dans le fait de réouvrir les choses, de passer à autre chose. On a l'impression que 1 an avant la présidentielle, il veut en finir le plus vite possible avec cette période qui a quand même été terrible pour lui. Hein. Bah, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que il se sent quelque part obligé de donner une perspective, un horizon aux Français pour leur demander des efforts supplémentaires éventuels. Il me semble que ça a été dit et que c'est un élément que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron a en tête. Il ne peut plus demander des efforts supplémentaires aux Français sans donner en contrepartie un horizon assez crédible. C'est la première chose. La deuxième chose, oui, on commence à rentrer dans le dur de la présidentielle. Ça veut dire qu'il me semble que lorsqu'il reprend la main contre l'ensemble quasiment des avis scientifiques et qu'il décide de ne pas reconfiner le pays et qu'il donne comme horizon de sortie de crise la vaccination à la fin de cet été, il me semble bien que c'est à la fois le président Macron qui est dans une transition pour faire place au candidat Macron de 2022. Si ça passe, c'est jackpot pour lui. Hein. C'est-à-dire que si la stratégie, il arrive effectivement à remplir ses objectifs, c'est jackpot pour lui. On le voit d'ailleurs, la cote de popularité le pari est gagnant. Est très exceptionnelle chez les 18-25 ans. Hein. Les Français ont été véritablement choqués par le premier confinement du 17 mars. Je pense que tout le monde savait à peu près ce qu'il faisait au moment où Emmanuel Macron est apparu à la télé. Il nous a répété pendant 6 fois nous sommes en guerre. Et que l'opinion publique lui serait de ne pas avoir reconfiné contre l'avis des scientifiques, et force est de constater que les chiffres n'ont pas vu l'emballement qui était prédit il y a un mois et demi de cela par les scientifiques. Donc pour l'instant il a raison, mais c'est un calcul qui peut en quelques jours s'avérer mortifère et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Latifa, qu'il joue sa réélection? Peut-être pas forcément sur sa gestion de crise, parce que si jamais il jouait sa réélection là-dessus, à mon avis, en tout cas, moi je vois pas comment, à un moment donné, on peut se satisfaire de la façon dont les choses ont été menées et du manque d'informations criant sur tout ce qui s'est passé. Donc oui, lui, d'une certaine façon, il veut s'en sortir à tout prix pour laisser place pleinement à la campagne. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il est le président des Français et il doit apporter des réponses là à l'instant T, mais aussi des réponses satisfaisantes. Et c'est ça qui est problématique, moi, je pense, aujourd'hui. Hicham, le président Macron qui arrive tel un sauveur pour essayer peut-être de nous sauver de cette pandémie, pour en venir à bout, ça va être compliqué, peut-être possible, mais c'est un pari risqué, comme on le rappelle souvent. Moi, aujourd'hui, quand tu me parles de Macron, moi, je vois plutôt un pompier pyromane, en fait. Le côté où, comme on disait tout à l'heure, il y a le retour de Jupiter, tu vois, genre en mode, j'arrive un peu en mode, c'est moi qui dirige, vous inquiétez pas, j'étais absent, j'étais sur quelque chose, je sais pas où est-ce qu'il était pendant un moment, il a laissé les rênes à quelqu'un, apparemment c'est parti en vrille, si on comprend bien un petit peu, hein, tu vois. Et pour moi, là, je pense que toutes les planètes ne sont pas assez alignées, ou elles sont pas alignées du tout. Là, c'est dans combien de temps les élections? Dans un an. Dans un an, un an et un mois. Ouais. Eh ben, écoute, pour moi, il est impossible, je dis bien, alors je m'avance peut-être, mais il est impossible de prédire ou de prévoir quelque chose. Ces dernières années, ces dernières élections, ça a toujours été les grandes surprises. Aux dernières élections présidentielles, t'avais Fillon, ensuite avant, t'avais Strauss-Kahn, tu sais, il se passe toujours des trucs de dingue. Et là, je suis d'accord avec Razik, il y a ce côté... Il y a ce côté à gérer une pandémie, revenir, mais on a d'autres dossiers qui nous ont explosé en pleine poire, l'islamophobie, enfin tout le tintamarre. On a Génération Identitaire, je pense que... qui est officiellement déçu, hein, vous le savez ça? Officiellement. Ouais, alléluia. On va avoir de surprises. Pour moi, on va avoir de grosses surprises, j'en suis persuadé. Il va y avoir un sursaut de quelque chose, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de mettre de la poussière sous le tapis en attendant, histoire de clarifier certains trucs. Alors oui, à mon avis, il va
recadrer ses troupes, c'est sûr et certain, faire un semblant d'organisation et peut-être de recréer aussi, pareil, un semblant d'unité nationale. Mais je pense très sincèrement que ça va être super chaud. Et te dire si il est en train de jouer sa réélection, je sais pas. Il y en a certains, il y a des forces qui sont incroyables, qui sont en action, dont on ne voit pas, ou peut-être qu'on commence à apercevoir le bout du nez. Et à mon avis, ça va être spécial, ça va être splendide, je pense. Islamo-gauchiste, va. Ahmed. Bonjour Ahmed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir Ahmed, vous nous appelez d'où Ahmed? Bonsoir. J'appelle le Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis, très bien, joli département. Oui, d'ailleurs Oui, Macron est joli venu département. lundi Je en suis affecté Seine-Saint-Denis. par le virus, mais ça va. Oui, c'est vrai, c'est Non, vrai. moi je voulais un petit peu revenir sur la question du virus dans un premier temps. Je vais essayer de faire très court. Moi je pense qu'on devrait tous faire un petit peu preuve d'humilité, un petit peu, parce que on parle à chaque fois de stratégie, on change de stratégie. On a vu d'autres stratégies qui ont été faites dans d'autres pays, dans d'autres continents, et à chaque fois c'est bien pendant un moment, et ensuite pendant quelques temps ça ne va plus du tout. Alors des fois c'est bien de notre côté, des fois c'est moins bien, des fois c'est mieux dans d'autres pays, leur stratégie est meilleure, et tout à coup, leur stratégie retombe complètement à l'eau, et nous on est mieux qu'eux. Et c'est comme ça depuis cette pandémie. Donc je pense que même sur le plan scientifique, je pense que personne ne maîtrise quoi que ce soit au niveau de ce virus. C'est vrai, vous avez raison. Personne n'a du recul sur rien en fait. Il y a qu'à voir un petit peu ce qu'on disait il y a quelques jours encore en arrière, il y a 2 ou 3 jours, concernant le confinement et le couvre-feu du week-end. Souvenez-vous. On a dit tout le monde va être confiné le week-end en Ile-de-France, etc. etc. Ouais, vous voyez, c'est complètement le contraire. Moi, je pense qu'on devrait vraiment faire preuve d'humilité, et ça, c'est très très important. À mon avis, je crois qu'on maîtrise rien encore sur le plan de ce virus. On a peut-être une issue, c'est peut-être la vaccination. On a des petits pays avec des petites populations comme Israël où il y a quelques effets qui commencent à apparaître concernant, je dirais, la vaccination. On a parlé aussi de Covid, enfin de stratégie zéro. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'Australie, c'est une île. Elle peut se fermer complètement. Quand on parle d'autres pays aussi, ou si c'est des îles, on peut les confiner complètement. Nous, la France, on est au milieu de l'Europe. Avec tout ce qui transite par notre pays, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu adopter comme d'autres solutions que celles qu'on adopte aujourd'hui. Il y a eu le conseil scientifique qui était le repère et la référence par rapport au président. Il les a suivis pendant un certain temps et il s'est aperçu comme nous aujourd'hui qu'en vérité, il ne maîtrisait rien du tout. Donc il a dit, moi je vais choisir ma stratégie. Et c'est ce qu'il fait en ce moment Macron. Alors ne soyons pas naïfs, évidemment que la prochaine présidentielle est en ligne de mire, c'est évident, évident. Mais qui n'aurait pas fait comme lui à sa place? Quel président n'aurait pas vu ou n'aurait pas justement espéré pouvoir être réélu pour une prochaine élection? Comme n'importe quel Surtout après un mandat pareil, parce qu'il n'a pas été épargné pour le coup. Exactement. Et moi, je insisterai sur le mot humilité. On a tous intérêt les uns et les autres à être humbles et surtout ne pas oublier que ce virus, personne ne le maîtrise et on ne sait pas si on est au bout de ce virus ou pas. Merci Mohamed. Merci beaucoup pour ce petit rappel bien utile. À bientôt Mohamed. Est-ce qu'il a raison Ahmed? On devrait faire preuve d'humilité un petit peu, Razik? Oui, tous. Moi le premier, tout le monde. Enfin, après, juste pour répondre à Ahmed, concernant les îles, il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont adopté la stratégie du zéro Covid. Je pense au Vietnam, je pense à la Corée du Sud. Vietnam, je pense à la Chine. Je pense à certains pays asiatiques. La Chine, c'est un pays assez autoritaire quand même. Bien sûr. Non, mais après, il y a d'autres manières de le faire. Si on prend l'exemple de la Corée du Sud, jusqu'à preuve du contraire, ils sont aussi démocrates qu'on l'est nous ici, et ils ont réussi à mettre en place une stratégie zéro Covid, mais avec un certain nombre, en s'appuyant vraiment sur les technologies de l'information et sur les smartphones et sur l'obligation en fait. Là où nous avec nos sociétés libérales où c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Après de l'humilité, toujours. Alors une autre question qui se pose aujourd'hui dans l'actualité à laquelle on va tâcher de répondre, c'est Emmanuel Macron toujours et encore qui aurait demandé à ce que le vaccin soit obligatoire pour les soignants. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de récalcitrants chez les soignants. Ils veulent pas se faire vacciner, les soignants. Tiens. Exactement. Est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire? Et on va en profiter aussi pour dire un petit mot sur ce qui peut-être nous attend, ce fameux pass sanitaire. Pour pouvoir aller éventuellement au restaurant ou dans les lieux culturels, il faudra montrer patte blanche, la petite picouse d'abord. À tout de suite sur France Magazine. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Le grand forum, merci d'être avec nous les amis, avec aujourd'hui Latifa Sheh, la ravissante Latifa Sheh, porte-parole du groupe Les Nouveaux Démocrates. D'ailleurs, je dis la ravissante Latifa Sheh, ne l'ayant jamais rencontrée pour l'instant. Je dis ça, je dis rien. Bientôt, effectivement. Razik Métiche. Le ravissant Razik Métiche, non, moi je dois dire aussi. Le ravissant, oui. La parité, tu non. es très beau, mon Razik. Hicham Terak aussi, effectivement, tellement il est beau, il a dû se confiner à la maison. Beau gosse, trop beau gosse. Alors, on va parler maintenant de l'après, j'ai envie de dire, parce que c'est important, et de ce qui risque de nous arriver, à savoir ce fameux pass sanitaire pour montrer patte blanche, pour entrer dans les lieux culturels, restaurants, cinéma ou quoi qu'est-ce. Eh bien, Emmanuel Macron, il serait totalement favorable. Est-ce que vous, en termes de liberté, en termes de privation de liberté, est-ce que ça vous pose un problème, Latifa, de pouvoir aller au restaurant et de pouvoir montrer ton pass sanitaire, le fait que tu as été vacciné, est-ce que ça te pose un problème ou pas? Ou est-ce que tu trouves ça logique, normal, pour reprendre une vie normale? Non, moi je trouve que c'est un peu plus. Pour en avoir discuté avec des personnes un peu différentes de mon entourage, j'ai pas un avis ferme sur la question, sachant que pour moi la réponse, elle est évidemment dans le respect des gestes barrières et d'une vaccination de masse. Et aujourd'hui, la vaccination de masse, on n'est pas encore au rendez-vous. On voit ce qui se passe dans d'autres pays, on a pris énormément de retard par rapport à ça. Et pour moi, la solution, elle est là. Donc, entre-temps, imposer pour pouvoir accéder à des espaces culturels ou autres, ou au restaurant par exemple, ça pourrait être une bonne solution. J'en vois l'utilité en tout cas. Mais pour moi, ça impose question sur une forme de rupture d'égalité par rapport à celles et ceux qui auront accès au vaccin et celles qui ne l'auront pas. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur, oui. Parce que on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de recul, y compris sur les vaccins. Quand on voit Pfizer, par exemple, qui parle d'Israël comme étant un laboratoire. Déjà, c'est flippant, déjà, le terme me fait Non, peur. mais oui, c'est flippant parce qu'ils nous disent, voilà, c'est un laboratoire nous permettant d'avoir un peu de recul sur une population qui a été, vous le savez, massivement vaccinée. Est-ce que la vaccination serait vraiment la seule solution pour en sortir de cette épidémie? Permettez-moi de me poser encore la question. Voilà, Mais on se pose encore la question, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est. J'ai pas un avis tranché sur la question tant qu'on n'y voit pas clair par rapport à la vaccination. Déjà, ceux qui ont la possibilité de l'être, et sans compter qu'on ne sait pas encore peut-être pour certains vraiment le recul, est-ce qu'on a réellement le recul nécessaire à ce jour? En tout cas, je pense que dans tous les cas, à moyen terme et à long terme, ça sera la solution. Mais là, tout de suite, mettre en place un passeport vaccinal alors que on est encore loin du compte par rapport aux personnes que l'on doit vacciner et qui sont prioritaires, pour moi, la question elle est un peu prématurée. Et je comprends les personnes qui, aujourd'hui, ont encore besoin, je ne sais pas moi, d'être rassurées par rapport à la vaccination ou autre. Comme moi. Oui, mais je l'entends parce que je l'ai dans mon entourage. Moi, j'y suis personnellement favorable, mais je le comprends. Honnêtement, je le comprends. Et je pense que c'est là aussi que le président de la République et son gouvernement doivent aussi répondre légitimement à cette inquiétude-là. Ouais, Razik. Plus que dans les stratégies parfaites, on sait que ça n'existe pas, mais aussi apporter de la clarté par rapport à ça notamment. Razik, tu nous disais tout à l'heure que c'est le seul moyen d'en sortir, c'est le vaccin. Et quand on entend effectivement des gens comme Hicham qui sont pas totalement rassurés, et puis quand on entend aussi finalement que y a pas vraiment de recul par rapport au vaccin pour l'instant. Ah non mais clairement, après j'ai dit que c'était la seule solution dans le spectre des solutions qui étaient possibles et envisageables à court terme. Il me semble pas que ça soit l'unique solution, mais pour l'instant les groupes pharmaceutiques et le lobby, enfin le complexe pharmaceutique a fait le choix de mettre son énergie pour trouver. Non, mais c'est une réalité, pour trouver. Je rigole, un vaccin, le vaccin a été trouvé. Il y avait peut-être d'autres solutions comme un traitement médicamenteux pour essayer de faire en sorte que les gens ne décèdent pas du Covid. Il faut bien voir quand même qu'on est sur une prouesse médicale qui n'a jamais été atteinte, dans le sens où on a réussi à trouver un vaccin moins d'un an après l'apparition de ce virus. Après oui, bien évidemment qu'on n'a pas de recul. Ça serait... Pour un vaccin, souvent, le recul qui est demandé, c'est sur plusieurs générations.
pour savoir vraiment c'est ça. les effets à long terme. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a absolument aucun recul. Après, sur Israël, le terme exact qui est dit, c'est pas laboratoire, c'est la vitrine, c'est différent. Ça veut dire que Pfizer J'ai a vu fait... laboratoire tout à l'heure. les éléments de langage de Pfizer, c'est que c'est la vitrine. Et même les éléments de langage au niveau israélien, c'est la Je vitrine. sais que je vois rien, Razik, mais je sais lire encore. Ok. On n'a pas dû lire les mêmes sources. Bah oui. Et concernant justement cette vitrine, on voit que les résultats sont quand même assez spectaculaires, dans le sens où elle casse la transmission, dans le sens où cela nous permet de reprendre un contrôle sur cette maladie. Et comme l'a dit Latifa, sur le passeport vaccinal, à l'heure où on parle aujourd'hui, c'est nul et non avenu dans la mesure où moi, personnellement, je ne peux pas me faire vacciner, ni Hicham, ni Latifa, ni toi. Enfin, aucun de nous présents sur ce plateau ne peut se J'en ai faire pas très vacciner. envie, je te dirais. Mais surtout, on ne peut pas demander un passeport si le vaccin n'est pas disponible pour l'ensemble de la Oui, population. c'est ça. On pourra parler d'un On est passeport d'accord. vaccinal au moment où tous les vaccins seront Mais c'est un disponibles peu pour flippant, l'ensemble de la Razik, population. c'est un peu flippant. Je quand te, même. je te le retire pas. Maintenant, pour ceux qui ont voyagé, comme je l'ai dit à la dernière émission, si vous voulez aller au Kenya, si vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, Oui, vous ne oui. franchissez pas la frontière. Oui, mais c'est la comme différence. ça. Attends, c'est la différence avec des vaccins quand même qui ont fait leurs preuves sur des maladies qui existent depuis un petit moment. Il y a eu des recherches de fait, on a respecté les délais. On peut pas dire que ça soit Après, le cas je dis- pour la Covid-19. Je ne dis pas que c'est la solution idoine, mais En plus, à avec l'heure les où l'on variants, parle, là, je on ne nous dit vois... qu'il y a le variant new-yorkais là qui pose problème justement sur l'efficacité des vaccins. Non, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas mais de moi, c'est ce de que show je dis, miracle, moi. mais On veut- qu'est-ce qu'on fait en attendant pour l'instant? Ouais. Mais justement, il y a Alors- un problème, Razik, c'est que fixer un passeport ou vouloir quelque chose, un pass vaccinal, c'est hyper compliqué. Quand t'entends des soi-disant spécialistes qui te disent ouais, faut se méfier des prochains Covid qui risqueraient d'arriver, au final, ça veut dire qu'on va passer le plus clair de notre temps à obtenir un document à jour de nos vaccins. Et le problème, c'est que plus t'es vacciné, moins c'est bon, il me semble. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît tellement logique, mais au final, pour moi, c'est hyper restrictif dans tout. T'imagines si demain, en fait, compte, c'est ce qui nous pend au nez réellement. Mais si tu te retrouves à tenir comme un journal intime, chaque jour une page décrite pour sortir, c'est un truc de dingue. On va jamais s'en sortir finalement. Tiens, il y a un pote d'Hicham Terak qui nous appelle là. Issa, bonjour. Ah bonjour, mais fallait pas donner l'information. Ouais, Parce mais c'est que, pas excusez-moi, grave. Bonjour à tous vos intervenants. Bonjour Moi, Issa. vous savez qu'on vous pouvez pas faire intervenir. Vous pouvez pas faire intervenir quelqu'un qui parle mieux portugais français. Voilà. Ah, Déjà, Cham, Gamin, va. Cham, voilà, je suis obligé de passer par la radio pour demander des nouvelles d'Hicham. Bon, ah ouais, mais, alors, je suis assez d'accord avec toi, Issa. Je suis assez Il a d'accord. il a le Covid, le pauvre. Non mais le mec, attends, tu l'appelles le lundi, il te répond le dimanche, le mec. Hein. exactement. Ouais. En 2021. Non, Moi, mais je c'est- l'ai appelé en 2020, il m'a appelé en 2021. C'est ça, c'est ça. Bon, Alors moi, c'est un plaisir de vous avoir. bah Voilà. pareillement, bon, Issa. C'est un plaisir de t'avoir toi parce que je t'ai vu sur Morandini. Évidemment, c'est Morandini et chez Hanoula. Mhm. Donc c'est bien d'avoir une personne comme toi qui puisse. D'ailleurs, intervenir, Cyril, c'est quand tu veux, je reviens. Cyril. Ouais, faut me Cyril, réinviter ouais, là, ça Cyril. s'est quand bien même. passé. Non, c'est bien sympa, passé, moi je vais aller voir Nolo, là, mon pote Nolo, là, qui fait la gueule tout le temps. Ouais, non, lui, il est Ah ouais, non, mais- un peu recto verso. Ah oui, oui, c'est ça. Plus verso Voilà, que moi, je recto peux te d'ailleurs. souvenir donc en tant que citoyen lambda, hein, comme Hicham, comme tout le monde. Hicham, j'espère que ça va mieux déjà au niveau du Covid. Oui, ça va, Ah, merci mon ami. Voilà, donc moi, si je peux donner quelques avis de citoyens comme vous êtes tous, sur ce qu'on a vécu depuis un an, la crédibilité vis-à-vis du gouvernement, l'aperçu qu'on a sur les vaccins, franchement, c'est un peu un pot pourri, hein, tout ça. Personnellement, depuis un an, on est, comme le disait l'intervenante, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, Latifa. Latifa. Latifa, tout le monde a été très sage, tout le monde a été respectueux, tout le monde a été patient. Après, on a été doublement patient, je trouve, parce que ce gouvernement, il a perdu de son crédit quasiment dès le départ. L'affaire des masques. On a tous vu les problèmes d'approvisionnement et de soi-disant pseudo-stock de masques. Ensuite, des confinements proposés et pilotés par Castex, qui finalement, après, il savait plus sur quel pied danser. Et puis, moi, j'ai commencé à perdre un peu confiance en ce gouvernement à partir du moment où, moi qui pris de l'hydroxychloroquine quand je partais à l'étranger, à partir du moment où on a commencé à le mettre sur la liste des poisons, là, on n'a pas besoin de faire l'ENA ou de sortir de Saint-Cyr pour se
se rendre compte qu'il y a un problème. D'ailleurs, l'OMS a publié là, ces jours derniers une forte déconseiller l'hydroxychloroquine, même au niveau préventif. Hein. Alors évidemment, il y a les astérisques qui vont avec. Si on le prend seul, comme tout autre médicament, et c'est ça où le bas blessait à l'époque, c'est qu'ils ont ciblé ça parce que de toute façon, quand on pose des questions, comme tu le disais toi si bien, on a le droit de se poser des questions. À partir du moment où on se pose des questions sur cette démocrature, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, on est taxé de complotisme. C'est ça. On a le droit de se poser des questions sur comment prendre le vaccin. Et quand les gens se posent des questions et mettent le débat sur la table, certains, ils sont censurés. Non mais c'est quoi cette démocratie où Alexandra Orion, qui est quand même une généticienne hors pair, reconnue parmi, je sais pas, les meilleurs du monde, comme les dans son domaine, dans son domaine Raoult, elle disait et elle dit encore, pour les autres, au début, un vaccin. Primo. Secondo, il peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs. Mais moi, je suis citoyen, j'ai une mère de 84 ans. Je lui ai dit, tu fais aucun vaccin pour le moment. On n'a pas de visibilité. Est-ce que ça, se poser des questions et se positionner, c'est être anti-vaccin? Non, moi j'ai des enfants, comme Hicham, comme vous. On les fait vacciner pour leur bien-être. Mais à un moment, quand il y a pas de visibilité, quand il y a l'un qui dit une chose, l'autre qui dit autre chose, moi je me réserve. Pour ce qui est du passeport, je pense que, je sais pas, je suis pas juriste, mais juridiquement ça va pas tenir la route. On peut pas nous imposer de le faire. Par contre, c'est vrai que ça risque d'être retoqué. Les compagnies aériennes et d'autres prestataires ou d'autres personnes qui peuvent nous acquérir peuvent nous l'imposer, certes. Après là, c'est une privation. Ça va être le cas, hein, faut autant se dire tout de suite, hein, pour aller voyager. Mais à ce niveau-là, moi je pense que quand il va y avoir un mouvement de consommateurs qui va dire, bah écoutez, on va lister les compagnies aériennes qui nous prennent la tête pour voyager, je pense que quand ça va taper dans le portefeuille, à mon avis, ils vont vite se mettre au diapason. Oui, peut-être, ouais. Bah, en tout cas, Aïssa, tu fais quoi dans la vie? Juste pour savoir. Moi, je suis expert en sécurité routière aujourd'hui. Expert en sécurité routière? C'est quoi ça? Je forme les gens, je forme les mauvais élèves, je fais des sensibilisations dans les entreprises, dans les associations, là j'en fais dans les associations, et pour parler du couvre-feu, moi je rentre souvent de Drancy ou de Bobigny ou d'ailleurs de Villeneuve-Saint-Jean après 18h. Parce que moi, je me suis dit, tiens, super, je vais faire des sensibilisations après 18h, je vais être tranquille. C'est noir de monde. C'est la kermesse. C'est la kermesse, c'est clair. C'est clair. C'est salade, tomate, oignon partout. Là, les gens demandent, ce que vous faites dans la vie, vous êtes dans le même secteur que moi, vous êtes des médecins. C'est pas possible. J'ai jamais vu autant de bouchons depuis. C'est incroyable. Ouais, au moins, la Tifa, elle est pas emmerdée par les bouchons à Romans-sur-Isère. Détrompe-toi, il y en a aussi chez nous. Ah bon? Parce que tout le monde sort en même temps. Mais oui. Ah bah voilà, Même si t'en as pas des bouchons, t'en as forcément. Moi j'ai un coup de gueule à passer contre Intermarché qui ferme à 17h30 au lieu de 18h, c'est énervant. Non mais déjà mettre un couvre-feu à 18h, ça sous-entend déjà que tu n'as jamais fait les courses de ta vie déjà, pour commencer. Parce que franchement là, c'est l'heure où justement après le travail, quand est-ce que tu fais tes petites courses? Non mais non mais les mecs qui ferment à 17h30, c'est pénible quoi. Merci moi Issa en tout cas. Non mais là, juste une précision. Là le couvre-feu c'est un avantage, c'est que la police, honnêtement, elle est démunie, elle va contre les personnes. Bah ouais. Parce que là, il y aurait de la discrimination, tu vois, sur pourquoi lui, pas moi. Avec contrôle dans certains quartiers, hein, je dois te le dire quand même. Moi, le premier couvre-feu, Hicham en est témoin. Le premier couvre-feu, on a eu un revers de bâton, c'est-à-dire que la police, pour être gentil, n'avait rien à faire. Au lieu de se dire, comme nous on dit, alhamdoulilah, ils ont rien à faire, on va se reposer. En fait, et ça c'est sous-marin, c'est des propos sous-marins, pas de statistiques. Donc repos, pas de chiffres, pas de statistiques, pas de problème de tapage, pas de tir de vol à la tire, pas d'accident sur la route. Donc la police avait rien à faire. Mais comme il y avait des chiffres à atteindre, mon fils a été incarcéré en garde à vue parce qu'il allait à la pharmacie et on l'a contrôlé, on lui a mis un PV parce qu'il n'avait pas son attestation soi-disant, on lui a mis quelque chose dans la poche et on l'a mis en garde à vue. Ah oui, d'accord. C'est toi le papa, d'accord, en question. Ok. Ouais, heureusement que Maître Besma nous a aidés. Maître Maghrebi, la meilleure avocate du monde. Voilà, elle a été très très efficace, je le remercie. Très efficace, du coup, le juge il n'a pas été dupe, et on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a vu que c'était étudiant et tout. Donc voilà, il y a plein de revers de médaille, comme a dit Hicham. La société aujourd'hui, elle est un peu fragmentée, mais on a mis le doigt sur beaucoup de problématiques.
Et s'il y a un truc positif à retirer de ça, c'est qu'il faut faire reset. Voilà. Bon, bah merci mon Aïssa en tout cas et bon courage, Avec j'espère que le plaisir. fiston va bien. Avec plaisir. Salut. À 2022, s'il te plaît. À bientôt. À bientôt, moi. Très bien. Alors, justement, la nouvelle volonté demande de Emmanuel Macron, qui en a marre que les gens soient récalcitrants, à propos des soignants, qui seraient que 30% à vouloir se faire vacciner, donc très peu. Et beaucoup de vos soignants ne veulent pas se faire vacciner. Tiens. Du coup, on réfléchit à rendre obligatoire le vaccin pour les soignants. Bonne idée, Razik, ou pas? Joker, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Dans le personnel soignant, c'était connu qu'il y avait une forte réticence à la vaccination. C'était connu même avant le début de la vaccination et c'était même un des éléments qui faisait craindre l'acceptation de la vaccination. Il y a quand même des personnes qui refusent, qui sont plus compétents que moi pour donner leur avis médicalement parlant. Donc s'ils le refusent, c'est qu'ils ont quand même... Non, mais est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que c'est cohérent de demander est-ce que les soignants, qui sont quand même... Rappelons-le, les hôpitaux, c'est un cluster aussi. Cordonniers les plus mal chaussés. Ils sont tellement au fait, ils sont tellement en première ligne, je pense que ils peuvent avoir une appréhension et aussi se poser la question en termes de recul. Après, concernant l'obligation de vaccination, il y a des vaccins qui sont obligatoires aujourd'hui pour être soignant en France. Oui. Donc ça serait pas une première. Ouais. Cela dit, Latifa, ces mêmes soignants qu'on n'a pas épargnés, notamment pendant le premier confinement, même malades, on leur demandait de venir travailler parce qu'il y avait un manque cruel de personnel et c'est là ça a été terrible cette période. Ouais, ça a été terrible parce qu'on leur a demandé de fournir des efforts surhumains alors que le pays entier était à l'arrêt et que ce sont des hommes et essentiellement des femmes, parce que 90% des soignants sont des femmes. Ah bon? Qui étaient du milieu soignant en général. Donc dans les métiers du care, comme on dit, ce sont essentiellement des femmes, mais qu'elles ont été pour le coup effectivement énormément sollicitées, avec au final très peu de reconnaissance, même s'il y avait des volontés spontanées de les applaudir. On sait très bien qu'en termes de rémunération, de formation, etc., on est largement insuffisant en termes de reconnaissance par rapport à ce qu'elles ont apporté. Après, moi, je ne me positionnerai pas à leur place pour savoir si c'est bien ou pas de refuser l'obligation de vaccin. Moi, j'y suis à titre personnel. Je suis convaincue que c'est par là aussi qu'on s'en sortira à un moment donné. Mais je pense que c'est aussi à mettre en lien à un moment donné. Il faut faire le parallèle avec le fait qu'en France, on a vraiment un souci de confiance dans la parole politique et publique. On fait partie des peuples les plus anti-vaccins d'Europe. De manière générale, les plus en défense vis-à-vis de la parole politique. Je vois par exemple au Maroc où j'ai beaucoup de membres de ma famille qui spontanément sont allés se faire vacciner et qui ont fait ça avec impatience. Je me pose des questions, nous, par rapport à la façon dont on présente les choses, notamment le gouvernement et ceux qui s'activent tous les jours, et que c'est peut-être aussi de ce point de vue-là qu'il faut aller chercher, indépendamment de la légitimité des questions qu'on peut se poser sur l'efficacité d'un vaccin ou pas. Ça, c'est encore une autre question, quoi. Rendre obligatoire le vaccin, Hicham Terak, est-ce que tu y es favorable pour les soignants? Je pense que moi, il y a un truc, déjà une petite anecdote. Il y a, je sais plus dans quel patelin il y a eu. Ils ont stoppé la campagne de vaccination parmi le corps médical. Pourquoi? Parce qu'ils tombaient tous malades après la vaccination. Donc je sais que je vais remettre une couche dessus, mais bon, je crois que c'était pas New York, enfin c'était pas un petit patelin, c'était pas New York, en France. En France. Il y a eu, je crois que c'était aux alentours de Strasbourg, quelque chose comme ça, il me semble. Et en fait, alors oui, quelque part, tu te dis que c'est compliqué, c'est une drôle de question quand même, parce que tu as des gens qui sont en lien. Alors la question, est-ce qu'on peut pas leur mettre des combinaisons hermétiques, voilà. Et comme ça évite la question en fait, tu vois. Une fois que vous voulez pas répondre quoi, tout le monde ne veut pas répondre à cette question en fait. Non, vous votez en touche. C'est compliqué parce que je pense qu'il y a ce côté où si tu dis ouais je suis pour, ça sous-entendrait que tu serais prêt à fermer les yeux sur le fait que on est sur un vaccin de nouvelle génération, on est encore dans une phase de test. Il y a quand même plein de gens qui ont été contaminés à l'hôpital, rappelons-le. Comment ? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été contaminés à l'hôpital, rappelons-le. Les hôpitaux sont un cluster. C'est devenu la maladie nosocomiale absolument. Par excellence. Tu vois ? Mais en même temps, encore une fois, c'est pas l'endroit où on est peut-être le plus contaminé. Il y a les transports en commun, l'école, les crèches, et ouais, open space.
prince du monde, tu vois. Donc non, après, ouais, peut-être oui, je sais pas. Saïd est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir mon Saïd. Bonsoir Christophe, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Ben moi je vais vous poser une question sous forme d'une remarque à tous vos invités. Moi ce qui me fait peur dans cette histoire, bientôt on va fêter l'anniversaire de Covid dans un an. Ce qui me fait peur, c'est que la liberté en Europe, elle est en déclin. Elle est en déclin parce qu'on a utilisé cette pandémie pour toucher à la liberté. Ça veut dire que bientôt l'Afrique, qu'on a accusé de manque de liberté et tout ça, ça sera un paradis bientôt. Mais je sais pas si on n'entend plus des spécialistes, les médecins on dirait qu'ils sont plus là, les médecins, les spécialistes, les vrais. On entend plus les politiques à ce sujet-là. Ouais, alors là où tu as raison, Saïd, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui viennent sur les plateaux qui sont, certes, et qui ont fait des études en médecine, mais qui se servent de leur corporation pour faire de la politique. On a l'impression plus qu'on a affaire à des médecins militants ou des épidémiologistes militants que à des réels médecins qui vont te parler médical, quoi. Recherche. Voilà. Quelqu'un de neutre. Je sais pas ce qu'on pense, mes camarades, mais je suis d'accord. On a des vrais militants sur les plateaux de BFM TV et compagnie, quoi. Je sais pas s'il y a des cas comme moi. Moi, je suis perdu. Je sais plus qui écouter. Merci, mon Saïd. Merci beaucoup. Il a raison, Saïd, non, Latifa. Ces spécialistes qu'on voit à longueur de plateau venir nous faire la leçon de morale et nous dire qu'on n'a pas été sage et qu'il faut encore faire des efforts, etc., etc. Ce sont devenus des militants maintenant, ces gens-là. Défendant des lobbies, faut le dire, ils ont tous appartenance à des lobbies. Bah, c'est surtout que c'est des experts un petit peu en tout et n'importe quoi et que ça va dépendre du boss du moment. Donc aujourd'hui, ils sont experts en vaccination, demain ils vont être experts en décolleté pour entrer au musée. Et demain, écoutez, ça c'est plutôt pas mal le décolleté au musée, moi j'aime bien. Végétariens dans les villes qui sont dirigées par des écolos. Donc oui, en fait, je pense qu'il y a vraiment un basculement et que les chaînes d'information en continu sont aussi un petit peu à la recherche de ça. C'est un modèle de fonctionnement, un modèle qui permet pas d'avoir en tout cas pleine confiance vraiment dans la parole, on va dire, publique, médiatique, quoi. Ouais. C'est compliqué parce que on a ni confiance en nos politiques ni en nos médias, ça va être très très dur. On va avoir confiance aux influenceurs. Voilà, c'est ça. C'est là où c'est assez drôle, c'est fruit d'une époque. Sauf ceux qui sont en direct de Dubaï et qui font du dropshipping quand même. Ouais, certains ont été payés pour demander aux jeunes Français de se faire vacciner. Ah ouais, faut le savoir. Ouais, exactement. Absolument. Et je sais pas si vous avez vu avec Gabriel Attal les influenceurs qui ont été triés pour le volet. Vous en avez pensé quoi, vous? J'en connais aucun, donc je peux rien y penser. Ce sont pas eux qui vont m'influencer dans une décision, mais oui, c'est le fruit d'une époque. Ils essaient d'utiliser tous les leviers. Si on était dans les années 80, ça aurait été les stars de cinéma, dans les années 2000, les stars de foot, et puis aujourd'hui, c'est les influenceurs et les stars de la télé-réalité. Quand on voit Mélenchon sur TikTok, on se dit que tout est possible. Est-ce que je peux juste dire un mot sur ce que l'auditeur a dit en première partie de son intervention? Je pense qu'il a touché du doigt le problème que l'on va avoir devant nous. Aujourd'hui, en 2021, la démocratie, l'idée même de démocratie, a pris un très sérieux coup de la part du Covid. On peut se rendre compte que malheureusement, les pays autoritaires ou dictatoriaux ont dans leur balance presque la réussite face à cette maladie. Et une autre chose, en 2021, The Economist, qui fait chaque année un classement des démocraties, a jugé que la France était une démocratie défaillante et que l'année 2020, le fait le plus marquant de cette année était la restriction de liberté dans des démocraties solidement ancrées. Il faut regarder ça de très près parce que on sait lorsque l'on consent lorsqu'on consent une atteinte à nos libertés, on sait au moment où elle est retirée, mais on ne sait pas forcément lorsqu'elle va revenir. Donc ça, regardez de très près. Mais elles reviennent jamais, justement. Difficilement, et en plusieurs fois. Une fois qu'on te prend un truc, on te le rend pas, c'est fini. Une fois que c'est pris, reprendre, c'est volé. Tout de suite, on accueille Abdel. Salut Abdel. Bonjour à vous. En fait, Christophe, moi j'avais hésité avant de t'appeler pour donner ce témoignage. Je vais te donner un témoignage, et je dis pas ça pour pas que les gens se vaccinent. Moi, j'étais pour les vaccins. Et ce que je vais vous dire, Christophe, je pourrais t'amener les preuves avec des documents, mais je pense pas que tu vas me les demander. En fait, moi, quand j'entends les gens me dire
à la télévision, j'arrête pas d'entendre, c'est pour ça que je veux intervenir. Oui, quand j'ai fait le vaccin, j'ai eu quelques effets secondaires, maintenant c'est passé. Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a fait le vaccin de la grippe, en fait. Et l'effet secondaire, il l'a eu 2 ans après. Il a eu un pemphigus aigu. Alors, un pemphigus, à cause du vaccin de la grippe, hein. 2 ans après. Alors, un pemphigus, c'est pour ça que je veux plus me faire vacciner. Un pemphigus aigu, en fait, c'est ses défenses, parce que le vaccin de la grippe qu'il a fait, il était fait justement pour stimuler ses défenses immunitaires. Et ses défenses immunitaires, le vaccin de la grippe lui a déréglé ses défenses immunitaires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 3 heures du matin, un jour, cette personne nous a appelé. Il était presque dans le coma et on l'a mis sur morphine. Il a été hospitalisé. Je me rappelle ce jour-là. On se demandait ce qu'il avait. Il avait des sortes, tu sais, quand tu tombes en moto, t'es raflé et t'es à vif. Partout dans son corps, il était comme ça. C'est-à-dire que ses anticorps, en fait, ils l'ont attaqué. Voilà ce que le vaccin de la grippe lui a fait. Donc, je dis pas aux gens, faites-vous pas vacciner. Mais ce que j'ai vu là, je vous jure que c'est vrai. Ces anticorps sont déréglés et l'attaquent. C'est-à-dire, ils ne font plus la différence entre les microbes de l'extérieur et ces microbes à lui. Et ils pensent que ces microbes l'attaquent et donc ils le défendent, mais ils attaquent sa peau. On l'a mis sur morphine. Il est sur cortisone, Christophe. Ça fait 3 ans. 3 ans sur cortisone à cause du vaccin de la grippe. Les effets secondaires de la cortisone, je vais pas te détailler parce que tu vas être dégoûté, le pauvre. Tu vois comment il vit, c'est incroyable. Tout ça à cause du vaccin de la grippe. 2 ans après. Ouais. Alors tous ceux qui disent j'ai fait le vaccin, j'ai un effet secondaire, c'est bon, c'est passé. 1 mois après, vous vous trompez, vous pouvez avoir des effets secondaires, et je le répète, et c'est pour ça que je veux pas me vacciner, hein. J'ai flippé comme je l'ai vu. Et quand il a des pulsions, c'est-à-dire quand il a des bulles, des fois il a des bulles, tu vois, ça éclate, c'est comme si il est tombé en moto, il est à vif, il saigne. Voilà, c'est ça, parce que je Merci mon Abdel pour ton témoignage, effectivement, bon, ouais, qui est pas très rassurant, faut le dire. Mais bon, dans un instant, on va parler de tout à fait autre chose et ça va faire du bien, parce qu'il y en a marre, franchement, il y en a marre, ras le bol. Castex va s'exprimer tout à l'heure à 18h pour nous dire quoi, on ne sait pas, qu'il y a une vingtaine de départements sous surveillance, mais qu'on ne confinera pas parce que les Français ne veulent plus, parce que les Français n'en veulent plus de ce confinement, ils sont fatigués. Et il y a de quoi. Dans un instant, on va parler de la proportionnelle avec Madame Latifa Ché à suivre sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous, et dans à peu près une demi-heure, c'est le couvre-feu, 18h, ça y est, ça fait quand même plus de 140 jours qu'on a le droit à ce couvre-feu quand même. Ça commence à faire beaucoup, couvre-feu, ça me rappelle la guerre, moi. Bien. Ouais. Ah ouais, t'aimes bien toi? En vérité, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, j'aime bien parce que je me sens beaucoup plus proche des miens, vois-tu. J'ai pu faire, comment dirais-je, un point sur moi-même. Ouais. Tu veux t'allonger sur le divan un petit peu, 5 minutes, Hicham? Ça sent l'ironie à plein nez. Non, je l'ai trop fait, frère. Je l'ai trop fait. Je suis trop allongé, justement. Ah ouais, d'accord, ok. Bah maintenant, faut te relever, quoi, c'est ça. Exactement. Bon, on va parler d'un autre sujet. Tiens, si on changeait un peu de sujet, ça vous dit? Moi, ça me dit, en tout cas. Merci à Latifa Ché, ici présente sur France Maghreb 2, qui est la porte-parole du parti des Nouveaux Démocrates, quand même. Également auteur du livre, absolument à se procurer d'ailleurs, très beau livre que j'ai eu l'occasion de lire. Soit une femme, ma fille, d'une tour HLM au 2e tour d'une élection nationale. Latifa Ché a choisi de nous parler aujourd'hui de la proportionnelle. Latifa, nous sommes toutes oui. Oui, cher Christophe, je vais vous parler de la proportionnelle. Alors, tu sais comme moi qu'à l'approche d'une élection, et quel que soit d'ailleurs le scrutin, femmes et hommes politiques sont prêts à vous jurer la main sur le cœur que tout ira mieux demain, dès lors qu'elle ou il sera élu. De promesses en engagement, candidates et candidats sillonnent les quartiers, parfois pour la première fois, les villages même les plus éloignés, les villes nombreuses d'un pays tout entier, le temps d'une élection présidentielle. Souvenons-nous, en 2017, c'était En Marche pour la France qui doit être une chance pour tous, qu'il est loin ce temps qui a permis l'élection d'un jeune candidat qui avait à peine l'âge de ma grande sœur Hayet et qui avait passé, avec les Françaises et Français, un contrat aux engagements forts comme celui du renouvellement démocratique et assumer sa promesse de proportionnelle. Oui, je sais, tu me diras-tu, c'est loin d'être le seul engagement qu'il n'a pas tenu, mais s'il fallait les énumérer tous, l'émission ne suffirait pas. Dès lors, en militante chevronnée de la démocratie, porte-parole des Nouveaux Démocrates, comme tu viens de le rappeler, et membre d'une association transpartisane appelée Démocratie et Proportionnelle, aujourd'hui, je voulais vous parler de la proportionnelle, ce mode de scrutin qui vise à donner à chaque parti politique un nombre de sièges proportionnel
au total des suffrages qu'il a obtenus sur l'ensemble d'un territoire. Dans une démocratie, la démocratie, ce pire régime à l'exception de tous les autres, comme le qualifiait Churchill, a besoin d'attention de tous les instants et de la participation du plus grand nombre. Le seul rendez-vous donné aux urnes tous les 5 ou 6 ans est largement insuffisant, surtout quand le lien de confiance est rompu ou que la légitimité de nos gouvernants est entachée par des actualités comme la dernière en date, celle d'un ancien président condamné par la justice. Ne nous étonnons pas que les Françaises et Français boudent des urnes, élection après élection, ne se sentant plus ni représentés ni écoutés. La désaffection croissante des urnes a de nombreuses causes, démocratie représentative fatiguée, discrédit sur une partie du personnel politique, faible représentation de la société dans sa diversité, au bout du compte, une méfiance envers le système lui-même et ses institutions. Je voudrais que l'on se rappelle ensemble, chers Christophe et chers invités, comment se déroule le dimanche d'une élection. Avant 20h, le chiffre le plus commenté, celui de la participation. Vient ensuite l'annonce des résultats et son cortège de joie ou de peine, selon qui gagne ou qui perd. Mais depuis longtemps, le vainqueur, le grand vainqueur, n'a pas de visage, il n'a pas de bulletin, ni même de programme. Il ne se présente pas au suffrage et pourtant, il gagne à tous les coups. Il s'agit de l'abstention. Parce que les mois passent et que l'exécutif ne fait pas ce pas pourtant essentiel pour redonner un souffle à notre démocratie, quelle est donc la raison pour lui de ne pas le faire? C'est pourtant l'un des moyens les plus efficaces de changer la manière dont on gouverne la France et de refléter plus justement le pluralisme des idées. Ce mode de scrutin a pour vertu d'assurer une représentation plus fidèle de l'ensemble des courants de pensée et d'opinion. C'est une réponse à celles et ceux qui ne considèrent pas ou qui ne se considèrent plus comme représentés. S'il y a un pas à faire dont les effets seraient immédiats pour notre démocratie, c'est bien celui-là, et c'est maintenant, car de toutes les nuances de scrutin, la proportionnelle est la seule à pouvoir moderniser les élections, changer la pratique du pouvoir sans l'affaiblir, et bien qu'il ne suffise pas à résoudre toutes les difficultés, elle permettrait de remettre le citoyen et la citoyenne au cœur de nos institutions. Chères auditrices et chers auditeurs, ne devrions-nous pas placer notre démocratie sous l'égide d'un système électoral proportionnel? Question posée par Latif Haché et qui amène une réponse aussi. Et avant de demander l'avis de Razik Betish et de Hicham Terak, je voudrais qu'on accueille un ami du LGF, mon ami Abdeslam Itache. Bonjour, ma Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour Hicham, bonjour Razik et bonjour Latifa. Bonjour Abdeslam. Alors Abdeslam, la proportionnelle, ça te parle, mon ami? Ah, mais ça me parle depuis toujours. Comme tu le sais, je suis au mouvement démocrate, au MoDem. Ouais. Et c'est dans l'ADN du MoDem depuis toujours de mettre une part de proportionnel. D'ailleurs, il y a un point de rupture aujourd'hui avec nos partenaires de la République En Marche sur ce point-là, puisque on est à 1 an de la législative et qu'il faille absolument légiférer sur cette proportionnelle. Et Emmanuel Macron serait sur le point de justement de renoncer à cette proportionnelle, pourtant portée par ses partenaires, et ça fait l'objet d'accords nationaux entre le MoDem et la République En Marche. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un petit peu oublié. L'avantage, et Latifa l'a bien résumé, c'est justement permettre à avoir une Assemblée nationale avec que ce soit pluriparti, j'ai envie de dire, que tout le monde soit représenté, même les petits partis politiques. Oui. Voilà, sur ça, les nouveaux démocrates, le mouvement démocrate, nous sommes tout à fait d'accord les uns et les autres sur ce point-là et beaucoup d'autres petits partis. Et en effet, il faut renouveler le paysage politique, il faut dépoussiérer un petit peu cette 5e République, pourquoi pas passer à la 6e. Je vais pas vous parler du septennat unique que moi je défendrais, mais oui, en effet, il faut absolument passer à cette proportionnelle. Il faut faire le forcing pour que ça puisse se faire. Voilà. Et je voulais faire un petit big up à Latifa. J'espère avoir le plaisir de lire un jour son livre. Je suis moi-même à l'écriture d'un livre et qui parle de mon père comme elle parle de sa mère. Voilà. Beau gosse. Ouais, et il faut le lire, hein, son livre. Il est passionnant, oui. Le livre de Latifa. Franchement, il est prenant. Merci, mon Abdeslam, en tout cas. À bientôt et bonne écriture de ton livre. Et Msartek pour avoir fait ton premier article en tant que journaliste. Hein. Tu vois, comme quoi je veille au grain quand même.
Oui, tu vois tout. Merci. Ouais, je vois À tout. très vite, les En amis. voyant rien, je vois tout, mon vieux. Salut, moi, Oui. Destab. Ciao, ciao. Alors, la proportionnelle. J'ai vu que quand Latifa, parce qu'il faut dire aux gens aussi comment ça se passe, le LGF. Quand Latifa a annoncé au groupe le sujet qu'elle allait aborder, Razik était dans l'attente et s'est dit intéressé par ce sujet. Du coup, mon Razik. Bah du coup, je vais prendre l'exact contre-pied. Ah. Dans un monde idéal, en théorie, j'aurais été à 100% d'accord avec Latifa, mais seulement dans un monde idéal. L'avantage, comme cela a été dit, l'avantage de la proportionnelle est de refléter quasiment parfaitement l'état de l'opinion. L'inconvénient de la proportionnelle, c'est qu'elle ne dégage absolument aucune majorité. Parce que on nous présente aujourd'hui la proportionnelle comme quelque chose d'innovant, comme quelque chose de futuriste. La 4e République et la 3e République française étaient régies sous le régime de la proportionnelle. L'instabilité gouvernementale était telle que la moyenne d'un gouvernement sous la 4e République, c'était de 6 mois, sous la 3e République, était de 8 mois. La 4e n'a pas duré longtemps. Elle n'a pas duré longtemps, elle a duré 12 ans. Ouais. Et la moyenne d'un gouvernement sous la 4e République, c'était 6 mois. C'était ingérable. Et encore plus, aujourd'hui, si on met en place une proportionnelle intégrale, il sera impossible de ne pas avoir le FN au pouvoir. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, la 5e République et son scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, en renforçant les majorités, a eu pour effet de quasiment de rendre impossible la gestion du pouvoir par le Front National par ce mode de scrutin. Changer ce mode de scrutin avec un Front National qui est potentiellement le premier parti de France, c'est l'avancer et c'est le favoriser dans sa conquête du pouvoir. Si le Front National est structurellement à 25% ou à 30%, si la droite française est à 20-25% et si la proportionnelle est faite, comme cela est fait dans d'autres pays, je pense à l'Autriche et je pense à l'Italie qui ont la proportionnelle, eh ben, il sera quasiment impossible pour la droite de refuser l'alliance qui sera la plus logique. Et enfin, pour le coup, je suis un partisan de la participation. J'ai une association qui s'appelle la Balle au Centre d'éducation à la citoyenneté. Je pense qu'il y a d'autres pistes à mettre en œuvre pour favoriser la participation. Et je pense que mettre aujourd'hui, dans l'état actuel de la 5e République, dans l'état actuel des forces politiques françaises, mettre la proportionnelle, ça serait ouvrir la boîte de Pandore. Alors, est-ce que Latifa, tu partages cet avis? Ah bah, absolument pas. Oui. Absolument pas. Parce qu'on voit bien, au contraire. En plus, par contre, là où je suis d'accord, c'est que on n'invente rien en parlant de la proportionnelle, parce que déjà, on les a connus. Et c'est vrai que sous le régime de la 3e République, la proportionnelle traîne un trait, on lui impute à la proportionnelle l'instabilité ministérielle de l'époque, mais c'est surtout lié pas tant à son format d'élection qu'à son régime parlementaire de l'époque. Donc c'est pour ça, moi, je nuancerai par rapport à l'approche qu'il a faite de cette analyse. Et ensuite, moi, je pense que on voit bien à l'échelle européenne tous les pays qui sont justement sous le régime du scrutin proportionnel, et ça fonctionne très très bien. Regardons par exemple en termes de stabilité démocratique l'Allemagne, c'est incomparable. Le système politique allemand est incomparable à celui de la France. La gestion du pouvoir, il n'y en a pas deux qui sont comparables. Je suis d'accord. Mais quand même, globalement, si on prend l'Italie, la proportionnelle, c'est un désastre, par exemple. C'est une calamité. Il y a quand même des alliances des démocrates qui ont permis justement de lutter contre, sur le champ des idées, des partis, par exemple, en Allemagne néo-nazis. Et c'est aussi ça qui manque aujourd'hui dans nos échanges politiques, c'est de pouvoir, à un moment donné, se parler. Alors, je ne parle pas de consensus en particulier, mais de faire des compromis pour qu'on puisse aussi avoir... L'Allemagne, elle paye du compromis, pas la France. Oui, mais pas la France, mais forcément, justement, ça nous permet... Est-ce que ça favorise le RN? Est-ce que ça favoriserait le Rassemblement National? Mais de facto. Latifa, est-ce que ça favoriserait le Rassemblement National? Bien qu'il n'ait pas besoin de ça pour être favorisé, excuse-moi, mais bon. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Honnêtement, très honnêtement, aujourd'hui, quand on voit ce que ça favorise aujourd'hui dans le statu quo, pour moi, ce qui serait grave, c'est le statu quo. Aujourd'hui, c'est l'abstention. Et l'abstention favorise les votes extrêmes. Pour moi, c'est un remède pire que le mal que tu proposes. Que nous avons. Demain, nous passons sur un mode de scrutin qui est proportionnel et qui permet une pluralité de l'expression. Je pense que les uns et les autres se sentiraient davantage concernés par les élections qui les concernent. Et le deuxième aspect, pardonnez-moi, mais quand
on veut de la démocratie, il faut la prendre et la comprendre dans son intégralité. Et si à un moment donné, une force politique comme celle du Rassemblement national fait un score important, il charge à nous, aux démocrates, aux républicains, aussi de nous poser des questions et puis justement de les combattre sur le champ des idées. On ne peut pas simplement les bâillonner et dire non, vous ne représentez rien. On voit bien, élection après élection, année après année, ce duel vers lequel chaque présidentielle on s'en rapproche, qui nous impose quasiment un deuxième tour avec le Front National. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense que le statu quo favorise la montée des extrêmes. Tu disais quoi? Pour le coup, c'est pas binaire, c'est pas soit le statu quo, soit la proportionnelle. Je suis contre le statu quo, mais je suis aussi contre la proportionnelle. Prendre le risque avec un Front National, un Rassemblement National. Il n'y a pas besoin de ça, Razik. Structurellement. Non, mais. Il a été conforté de ouf, non, mais le Front il a été au National. pouvoir. Est-ce qu'il a été au pouvoir en France? Non, mais attention. Parce qu'il y a un des garde-fous qui est que le Attention, scrutin Razik, uninominal ça peut majoritaire à 2 tours, lui, empêche quasiment le pouvoir. Ça peut arriver un jour. Oui, ça peut arriver un jour. Mais si on met en place la proportionnelle, ça arrivera plus vite que. Non, au contraire. Au contraire. Tu me convaincras pas sur ça, Latifa. Le pouvoir du président. Enfin, pour le coup, je suis pas convaincu parce que lorsqu'on a. On a combien de députés Rassemblement National aujourd'hui en France? 17, je crois. Non, pas autant. Pas autant, ils sont même pas un groupe. Est-ce qu'on 8, pourrait prendre le risque d'avoir une Assemblée nationale avec 25% de députés frontistes? Est-ce que toi, Latifa, tu pourrais prendre ce risque-là? Moi, aujourd'hui, le risque aujourd'hui... Pour avoir quelques députés qui seraient élus pour... Cette famille politique. Et là, le risque, pour moi, il est aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui est en train de se passer, on voit bien, c'est imposé dans le débat de partout. Il y a des échéances électorales avant les élections présidentielles, mais tout le monde ne parle que des élections présidentielles. Oui, il y a les régionales, les départementales. S'installer dans l'esprit de tout le monde. On a déjà fait barrage une première fois, on ne le refera pas. Oui, c'est vrai. Alors, on en parlait hier d'ailleurs. Juste aussi un autre argument. Tu nous dis que la proportionnelle favoriserait la participation. Certains scrutins en France ont lieu à la proportionnelle. Ces scrutins-là sont les scrutins où il y a le moins de participation. C'est factuel. Lequel scrutin? Européennes, les européennes par exemple. Les élections européennes. D'accord, mais... Les élections régionales. Sinon, Hicham, il peut aller manger un sandwich merguez s'il veut. Hein. J'étais en train de poser cette question-là, justement. Non, mais moi, je vous écoute, c'est hyper intéressant. Mais juste que, le prenez pas mal, très chers amis, mais proportionnel ou pas proportionnel, je pense qu'il y a un débat juste avant. C'est de savoir ce qu'on fait du Front National à l'heure actuelle et de comment on veut switcher de république ou on veut switcher de système. Je suis bien d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que à l'heure actuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des forces qui travaillent pour un certain type d'idées, pour un certain format de société. Et je pense que tous là, autour du micro, on est tous un petit peu contre. Et c'est déjà avant de changer de système, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui compose le système actuel. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on trouvera de concert ou dans le débat, ou justement, ce que j'aime entendre Latifa et Razik parler de ça, franchement, je suis fan. Maintenant, c'est ce genre de débat qu'il devrait y avoir plus souvent à la télé d'ailleurs, que d'avoir des gens sans aucune contradiction. Là, on est dans un débat magnifique. Sauf que, je suis désolé de le dire, les amis, mais on est un petit peu, hors contexte. Sauf que pour moi, hein, après, ce n'est que mon avis. On parle du Front National. Razik l'a cité direct parce qu'on sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le grand méchant loup, mais il est plus ou moins. Encore une fois, avec mes mots à moi, pour moi, il est plus ou moins au pouvoir puisqu'il influe énormément sur les décisions qu'on a, sur les débats qu'on a. Et puis, mais j'irais même plus loin. Utilisé dans la sphère médiatique aussi. Non, mais j'irais même plus loin, Tifa Hicham Razik, j'irais même plus loin. Je dirais que tout est fait, et en particulier depuis quand la gauche est au pouvoir, pour installer confortablement un éventuel Rassemblement National demain au pouvoir. Les lois les plus liberticides ont été passées. Qu'est-ce que fera de plus Marine Le Pen demain au pouvoir? Moi, je prends pas le pari. Hein. Non, sans prendre un pari, mais là, je vais Razik. Si elle te met la préférence nationale dans la Constitution, crois-moi que les effets, tu les sentiras, mais à très long terme. On est un pays souverain, mon Razik. On a un conseil d'État, conseil constitutionnel. Ne soyons pas dupes. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle dit. C'est clair, c'est net. Ah, mais c'est sûr qu'elle va se faire retoquer à plusieurs reprises, mais n'oublions pas que Moussa oui, mais moi non plus, je veux pas prendre de risque. C'est la chouma en plus, tu vois. Il a quand même dit en télé qu'il l'a trouvé molle. Voilà, quand vous entendez un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Non mais Latifa, quand on entend un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que Marine Le Pen n'est trop souple par rapport à l'islam, il y a quand même des questions à se poser quand même. Là, la responsabilité politique, elle est engagée, pardon. Hein.
Absolument. D'ailleurs, moi, j'ai tweeté à ce sujet-là. J'étais absolument ulcérée. Je ne l'ai pas regardé en direct. J'ai juste jeté un œil sur Twitter. T'as préféré regarder la Mélenchon, séquence. je sais. En tant que démocrate, ça m'a ulcéré, très clairement. Là, le souci, c'est que on parle de barrage, mais là, ils sont simplement en train de lui faire un marchepied pour demain. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément favorable au changement d'une république. Déjà, soyons en capacité d'utiliser convenablement les institutions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et sincèrement, je pense que la proportionnelle, c'est un moyen de redynamiser le débat politique, redonner du pouvoir aux parlementaires et de faire exister cette pluralité qui manque aujourd'hui. Une fois encore, si on veut combattre le Front National, c'est sur le champ des idées. C'est vraiment là-dessus qu'il faut les combattre. C'est pas en les baillonnant. Ouais. Soit on se met d'accord en disant que c'est un parti dangereux, comme on peut l'entendre de certains sympathisants de La République En Marche, et on l'interdit, ok, au même titre que c'est un parti dangereux et donc on l'interdit. On va pas l'interdire, ça sera mais ou alors on considère que ce parti est un parti républicain avec des idées qui peuvent déranger certains, comme au même titre d'ailleurs que certains partis d'extrême gauche ont parfois aussi des idées extrêmement dérangeantes. Et bien on conjugue avec, c'est-à-dire on va les combattre sur leurs projets, sur leurs idées. Économiquement, de toute façon, c'est pas bien compliqué, ils ont pas de programme, ils sont nuls. Christophe, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, les amis. Mais je pense que tu connais mes positions. Mais je le dis encore une fois, pour combattre certaines idées, il faut déjà définir qui va les combattre et comment les combattre. Et à l'heure actuelle, pour moi, alors je respecte ceux qui montent des partis, je respecte ceux qui ont des associations. Mais tant qu'on n'aura pas d'unité face à certaines idées, le combat est râpé, pour faire une rime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je vois pas en fait ce que tu veux dire. C'est quoi? En fait, c'est que c'est que on a ce discours qui est toujours de, on va se taper, il faut faire barrage ou quoi que ce soit. Déjà juste le terme de faire barrage pour moi, il est problématique. Pourquoi faire barrage? Normalement, on devrait peser. Avant de faire barrage, tu pèses déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et la problématique, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Christophe, là, j'en parle, c'est un petit peu anecdotique, mais il y a peu de temps, on a été invité sur un groupe qui a été monté par Nadir Kaya, que je salue au passage, sur justement toutes ces questions d'islamophobie, toutes ces questions problématiques. De grosses problématiques sociétales. Et si tu veux, moi, j'ai vu une grosse liste de personnes quand même dedans. Et j'ai pris mon petit téléphone et j'ai demandé, ok, il n'y a pas de souci, je suis chaud patate, sauf quels sont les moyens? Moi, c'est la question que j'ai posée, c'est quels sont les moyens? Sur le principe, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours la même chose. Quand je parle de ça, c'est quand tu veux faire barrage, quand tu veux changer un système, c'est toujours pareil, c'est quels sont les moyens. À l'heure actuelle, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on n'en a aucun, que la parole est clairement, j'ai envie de dire, elle est presque confisquée. J'ai envie de dire même, elle est confisquée. Quand tu écoutes la télé aujourd'hui, quand tu sais qui contrôle les médias, alors attention, je suis pas dans mon délire le complotiste. Ouais, exactement, je suis plutôt. Non, mais il a raison, c'est les milliardaires en fait qui partagent les médias, faut le dire. C'est républicain. Bolloré, Bouygues et compagnie. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, et je sais plus qui disait ça, j'en suis désolé, mais à l'instant, ouais, c'est pas un marchepied, c'est une passe décisive qui est faite aux extrêmes à l'heure actuelle. Oui, parce que vous avez un peu de mal à faire vous en ce moment à Marseille. Oh pardon, non, c'était gratuit, c'était gratuit ça. C'était gratuit, ouais, gratuit. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Latifa, c'est ce que je veux dire en fin de compte. C'est que moi, je suis d'accord sur le fait de venir, on bat toutes les cartes, on met tout à table, à plat. Sauf que à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il manque cruellement d'une figure, peut-être, c'est peut-être paternaliste que je dis, mais d'avoir quelqu'un qui arrive et qui en impose et qui dit bon voilà, moi je suis de gauche. Façon de parler, alors je tire la couverture vers la gauche parce que j'ai mon cœur à gauche. Je suis de gauche, bim bam boum. Islamo-gauchiste. J'assume mon islamo-gauchiste. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis islamo-gauchiste républicain, très cher ami. Mehdi est avec nous au standard. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. T'as vu ce débat de qualité, Mehdi? Franchement, on n'a rien à envier à BFM TV, hein, excuse-moi. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Commence pas tous. Mehdi, on t'écoute. Bon, mon scénario, c'est-à-dire même si on le verra pas en 2022, peut-être qu'on le verra en 2027, je pense. 26. 2026, pardon. C'est quoi ton scénario, Mehdi? Je pense que, en fait, ce qui va se passer, c'est que Marine Le Pen ne sera pas présidente, mais il est fort possible qu'elle soit ministre de l'Intérieur ou Premier ministre ou à un poste, c'est-à-dire stratégique, pour se servir de l'extrême droite pour durcir, pour verrouiller le pays, pour enlever toutes nos libertés
et bien sûr se servir de l'extrême droite. Ils ne pourront pas. Alors, dire, sauf si je dis des bêtises, elle a plus de chances de devenir présidente que Premier ministre. Hein. Oui, mais elle passera pas. Elle passera pas. On nous a déjà fait le coup 2 fois, donc jamais 2 fois. Attention, parce qu'on en parlait hier, et cela faisait écho à une enquête de Libération qui a été publiée dimanche sur le Front républicain. Aujourd'hui, les gens ont joué le jeu en 2002, en 2017. C'est terminé. C'est terminé. Les gens ne joueront plus le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne voteront plus, et en particulier les électeurs de gauche, n'iront plus voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça ne fonctionne plus. Je suis assez d'accord avec Mehdi. Attention de ne pas la retrouver dans un gouvernement. Attendez, parlez pas en même temps. Razik, qu'est-ce qu'il y a? Je suis assez d'accord avec Mehdi. Attention de ne pas nous retrouver à un moment ou à un autre Marine Le Pen dans un gouvernement. Mais comment c'est possible, petits pas, Razik? elle est en train de faire un certain nombre de petits pas qui ne sont pas assez vus par les médias. Aujourd'hui, elle a pas de représentativité. Elle a pris la défense de Nicolas Sarkozy sur cette affaire. Oui, mais en tant qu'avocate. Elle a fait preuve de son eurocompatibilité. Elle est en train de donner des gages pour un jour rentrer dans une majorité. Attention. Je parlerai pas ma chemise là-dessus. Hein. Ça Latifa. parlerait pas, mais le scénario n'est pas impossible. Latifa. Moi, je pense que déjà, premièrement, j'étais en train de lire le livre, enfin, j'ai fini de terminer le livre de Chloé Morin, qui est politologue, qui s'appelle Le populisme au secours de la démocratie. Et elle, très clairement, la question qu'elle pose, c'est celle de la démocratie. Donc moi, je pense que faire des pronostics de ce qui se passera demain ou après-demain, c'est extrêmement compliqué quand on voit l'instabilité et la volatilité des votes, l'hyperdéfiance, etc. Donc tout ça, la polarisation du débat public et médiatique, je pense que c'est extrêmement difficile de faire des pronostics. Ensuite, concernant les propositions que l'on peut faire pour essayer d'avoir une vraie force de proposition et non pas réagir aux propos de Marine Le Pen et de son non-programme politique, si ce n'est les Arabes dehors, les étrangers dehors et plus d'immigration. On sait très bien qu'elle n'a aucune colonne vertébrale économique, que ça ne tiendrait pas. Ah bon, c'est ça Marine Le Pen? C'est un petit peu ça quand même. Ah, bon, et le fait est que, en réalité, nous aussi, notre responsabilité, on ne doit pas utiliser ou réagir à ce qu'elle fait ou ne fait pas. C'est aussi la responsabilité des autres partis politiques de faire une proposition qui leur donnera envie de se sentir concernés. Et donc là, la proportionnelle est une réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse, mais je le redis, c'est Elle une défend réponse coûte que coûte sa proportionnelle, Latifa. Hein bah oui, non, bah attends. Mehdi. Ouais, Christophe. Mais Mehdi, vas-y, je t'en prie. Ils vont se servir de Marine Le Pen. Je ne dis pas qu'elle va être présidente. Je ne dis pas qu'elle va tenir les rênes du pouvoir. Je ne dis pas qu'elle va devenir ce que tout le monde est en train de fantasmer, se dire oh là là, c'est une catastrophe si Marine Le Pen passe au pouvoir. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si c'est pas Marine Le Pen, ce sera quelqu'un d'autre, genre Jordan Bardella, ou des gens qui sont autour d'elle, parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer un pays. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont se servir de leurs pions, justement pour durcir ce qu'on est en train de vivre nous aujourd'hui, et ça va être encore plus dur dans les années à venir, que ce soit pour les musulmans ou que ce soit pour les soi-disant d'extrême gauche à qui on essaye de bâillonner et qu'on essaye de leur fermer la bouche. Mais je pense que le FN est aux portes pas du pouvoir, hein, pas du grand pouvoir, mais aux portes de grands ministères. Merci mon Mehdi, merci beaucoup. La pub arrivant, je ne peux plus poursuivre ce débat. Dans un instant, on arrive au terme pratiquement de cette émission. On était bien aujourd'hui. Franchement, c'était bon enfant. Latifa, Razik, Hicham. On s'en refait une petite touche dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. Razik, Mehdi, Hicham, Terak, Latifa. J'aurais dû même commencer par Latifa, la galanterie, mais bon, on a oublié un peu la galanterie en ce moment. Et notre copain Lagdari, Sofiane est avec nous. Salut mon Sofiane. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut. Moi je voulais juste apporter débat très intéressant, mais je voulais juste apporter une petite nuance. Moi je vois que le Front National, il a été vidé complètement par ses idées, il a été vidé à part l'islam ou l'immigration. Ce parti n'a aucune colonne vertébrale à part la haine et la nostalgie de l'Algérie française. Aujourd'hui, le Front National, à mon sens, ne devient plus un danger. Moi je vois comme danger plutôt le néoconservatisme qui commence à s'installer de plus en plus en France, que ce soit de gauche par des gens comme Raphaël Glucksmann ou bien de droite avec les Zemmour et les Buissons et compagnie. C'est le néoconservatisme, à mon sens, qui sera le débat, qui va le contrer et avec quelle idée, avec quel programme. Le Front National, à mon sens,
surtout à la tête de son parti, le Front Marine Le Pen, avec les casseroles qu'elle traîne, avec les crédits bancaires, les impayés, etc. Ils sont complètement liés au système depuis des années. Son père était au Parlement européen. Il y a des députés au sein du Parlement européen. Le Front National n'a jamais été, ne sera jamais un danger à mon sens pour arriver au pouvoir. C'est impossible parce il est complètement nul. Et même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle ne demeurera même pas 6 mois et elle sera renversée par l'incapacité de ses dirigeants. On les voit bien, ils ont ramené que des jeunes pour faire un peu de la figuration. Ils ont rajeuni complètement, l'ADN il est là. Mais à mon sens, le Front National... Pas d'inquiétude. C'est pas d'inquiétude, moi ce qui m'inquiète plutôt, le néoconservatisme qui commence à s'installer en France. Razik, tu partages Je partage à une nuance près, c'est que j'intègre Marion Maréchal Le Pen par exemple au néoconservatisme. Pour moi le Front National, Rassemblement National va terminer sa mue et intégrera ce large courant d'idées qui va de Bannon jusqu'au Premier ministre anglais et qui a un mouvement de fond jusqu'à Bolsonaro. Enfin c'est un mouvement, une lame de fond. Et on n'est pas à l'abri, et encore plus avec les personnes que tu as citées. Moi, je nuancerai un tout petit peu Razik, parce que Steve Bannon, c'est pas un néoconservateur. Moi, quand je parle de néoconservateur, je parle de Paul Wolfowitz, de Richard Pearl, je parle des pères fondateurs des Faucons qui étaient derrière George Bush fils, et qui étaient déjà par George Bush père, George Bush fils, et surtout qui ont soutenu Hillary Clinton. Et beaucoup en partie sont aujourd'hui les John McCain et compagnie qui ont soutenu même Joe Biden. C'est-à-dire ils sont plus dans le camp républicain pour les néoconservateurs. Quel accent, Sofiane, côté Joe Biden. Comment quel accent, Joe Biden. À l'américaine. Robinette, Joe Robinette. Joe Robinette. Latifa, le Front National, enfin le Rassemblement National, Sofiane te dit, pas d'inquiétude. Tu partages? Non, moi je serai toujours inquiète des scores qu'ils font, et plus il y aura d'abstention et plus ils seront forts dans les scrutins. Donc moi je m'inquiéterai toujours des partis qui sont nostalgiques, comme tu disais, de l'Algérie française ou même du régime de Vichy et de Pétain. Donc j'aurai toujours en tant que démocrate une inquiétude vis-à-vis de ce parti-là, d'autant que aujourd'hui, très clairement, le vocabulaire leur a emprunté dans tous les plateaux télé. Je suis d'accord aussi. Dans beaucoup d'idées de partis politiques qui sont beaucoup plus républicains. Quand vous avez un Gérald Darmanin qui dit à la fille Le Pen qu'elle est trop molle ou qu'elle aurait pu signer son livre, pour moi, d'une certaine façon, on l'a gagné. Donc ça veut dire qu'on a énormément à faire pour que ces idées, on puisse les combattre et qu'elles ne soient qu'un vieux souvenir qu'on n'a plus envie de revoir. Merci mon Sofiane, merci à tous. Merci à tous. Ah bah oui, non, c'est la fin, ça y est, je ferme boutique, moi, c'est l'heure. Et ce couvre-feu est terminé, tout le monde dort. Dans un instant, Medjed pour la suite avec... Tu reçois qui, Medjed? Cheb Hamidou. Cheb Hamidou? Ouais. Ça existe, ça? Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, ok. Cheb Hamidou, dans un instant sur France Maghreb 2, donc jusque 20h. Merci beaucoup, Latifa, je t'embrasse de loin, Covid oblige, évidemment. Et à très bientôt, Latifa. Merci mon Razik. Bon retour à la maison. Merci. T'as ton attestation? Je vais la faire en route avant très de bien. C'est quoi ton... J'inventerai. Oui, voilà, bravo. C'est bien, on donne des idées. Merci mon Hicham. Salut. Et à ce soir sur les réseaux sociaux, ma frère. Ouais, exactement. Je vais poster tout à l'heure. Et je suis dispo, donc D'accord, ça marche. Salut, il est 18h, c'est l'heure du journal. Ciao, à demain. Ciao.